Bienvenue dans Parlons bière, parlons business, le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque 10 ans avec des amis l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole, l'Échappée Bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que Parlons bière, parlons business deviendra pour vous un rendez-vous régulier. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Anthony D'Orazio. Salut Anthony. Salut Olivier. On se tutoie parce qu'on va pas se mentir, on se connaît très bien. Anthony est le fondateur de Beer Invest qui regroupe des bars, la Capsule à Lille, bar historique à Lille et même en France, la Capsule à Arras, la société de distribution Hop Culture, c'est en grande partie avec cette casquette que je t'ai invité aujourd'hui, et en 2023, la brasserie de Fives dont tu nous diras un mot à la fin de ce podcast, donc sur un sujet qui intéresse souvent au plus haut point les brasseurs en création ou en développement, le sujet des distributeurs. Alors les distributeurs, c'est un sujet qui fait souvent un petit peu fantasmer parce qu'on sent bien que c'est important dans le milieu, mais on a du mal à y rentrer, on ne sait pas bien comment ça fonctionne. Donc le but de cette demi-heure qu'on va passer ensemble, c'est d'essayer de montrer l'envers du décor. Avant de commencer notre échange, je voulais juste dire un tout petit mot, les distributeurs, de quand ça date en réalité. Jusqu'à la fin du siècle dernier, jusqu'aux années 90, il n'y avait pas ou peu de distributeurs pour une raison simple, c'est que les quelques brasseurs qui existaient encore dans cette époque qui était très difficile pour la bière, eh ben les brasseurs en fait étaient leurs propres distributeurs. Ils livraient eux-mêmes leurs clients en direct, que ce soit des particuliers, des bars, des estaminets. Donc on n'avait pas besoin de distributeurs et c'est lorsque le marché a évolué que s'est fait sentir le besoin d'avoir cet intermédiaire qu'est le distributeur finalement entre la structure productrice, donc la brasserie, et le client final. Et c'est comme ça que les distributeurs sont arrivés sur le marché. Et il est d'ailleurs amusant de voir que pas mal de distributeurs en réalité sont d'anciennes brasseries qui ont abandonné leur métier productif pour uniquement se consacrer à ce métier de distribution. Voilà, ce petit point historique étant fait, on va commencer notre échange. Dis-nous finalement, à quoi ça sert un distributeur ? Alors un distributeur, en fait, ça va faire plein de missions que n'ont pas forcément le temps de réaliser les professionnels du CHR, par exemple. Donc notre mission principale, ça va être le sourcing, la sélection de produits. Le nombre de microbrasseries en France est passé de 400 à 2500 en 10 ans. Donc l'offre est devenue pléthorique et il y a un vrai besoin pour les professionnels de sélectionner des produits. Donc là, toi, tu me parles côté revendeur. Côté revendeur. Côté revendeur, ok. Donc vous êtes finalement un entonnoir qui fait le tri et qui hiérarchise les brasseries. C'est ça, on a une vraie démarche d'innovation, de recherche, de découverte des nouvelles brasseries pour proposer ces nouvelles brasseries à nos clients. Ok, et côté brasseur maintenant ? Et côté brasseur, nous, on accompagne les brasseurs justement dans leur projet de développement pour leur permettre d'accéder à un marché qu'ils ne connaissent pas, de leur faciliter aussi la tâche. On est un facilitateur à la fois pour les brasseurs et pour les clients. C'est-à-dire que... Alors justement, là, on est dans le cœur du sujet. Ouais. Quand tu dis que vous êtes facilitateur, très concrètement, vous faites quoi pour un brasseur ? Alors pour un brasseur, déjà, on va l'informer, on va le conseiller, on va lui donner les clés pour rentrer dans un marché qu'ils connaissent peut-être pas forcément, notamment le marché des CHR, des cavistes, qui demandent quand même beaucoup de ressources. Si une brasserie devait s'occuper elle-même de la distribution, il faudrait qu'elle recrute un commercial, qu'elle recrute un livreur. Il y a toute la partie logistique. Qu'elle achète potentiellement une camionnette ou un camion. Oui, voilà. Et donc tout ça, c'est des ressources qui sont coûteuses et en plus, c'est un métier différent de celui de brasseur. Donc nous, on apporte toute cette dimension-là pour leur permettre de faciliter leur développement, de se concentrer vraiment sur leur savoir-faire, de se concentrer sur la production de bière. Donc tu livres, tu es aussi une prolongation de leur espace de stockage finalement. C'est ça, ouais. Donc ça, vrai gain pour le brasseur ? Disons que lui, au lieu de livrer 10 clients,
il va livrer un seul client qui est le distributeur, et ensuite c'est le distributeur qui s'occupe de la relation commerciale avec son client à lui, quoi. Ok. J'imagine que tu as aussi un rôle de conseil ou d'entre-deux entre le brasseur et le revendeur. Demain, un bar, par exemple, a un problème de tirage avec un fût. Est-ce que toi, tu t'en laves les mains ou est-ce que tu as un rôle à jouer? Non, nous on est vraiment, on veut être un référent unique pour nos clients, et on fait l'interface entre le brasseur et le client. C'est-à-dire que toutes les problématiques liées, des problématiques techniques, des problématiques de qualité du produit, nous on fait l'interface. Donc la bière artisanale, c'est quand même un produit vivant qui a tendance à être moins stable que les bières industrielles. Et, nous, on a mis en place des process, par exemple, pour contrôler les lots qui arrivent chez nous, pour vérifier qu'ils sont en adéquation avec ce qu'attend le client, pour éviter justement qu'il y ait peut-être des déceptions du client sur le produit, et de gérer ça en amont pour pouvoir directement corriger le tir avec le brasseur. Ok, ça veut dire que vous intervenez sur le produit en lui-même. Par exemple, un exemple tout bête, c'est que lorsque un brasseur nous envoie un lot, on va contrôler la saturation des fûts pour être certain que le fût n'est pas sursaturé. Parce qu'on sait qu'un fût sursaturé, ça va entraîner derrière des problèmes de tirage chez le client, une insatisfaction du client. Et donc quand ça nous arrive, alors je dois dire que ça arrive de moins en moins, parce que le marché maintenant commence vraiment à bien évoluer, et on a de moins en moins de soucis de qualité avec les produits des brasseurs. Et nous, c'est devenu aussi un critère très important pour référencer un nouveau brasseur. C'est-à-dire que les produits doivent être stables justement pour éviter les soucis. Et aussi, c'est un avantage aussi pour le brasseur d'avoir un retour comme ça immédiat et honnête. On sait très bien que ça peut pas toujours être parfait, mais quand il y a un souci, ils sont contents aussi d'avoir un retour et de pouvoir corriger le tir derrière. Ok, alors c'est une excellente transition sur un autre point, moi, que je voulais voir avec toi. Aujourd'hui, quand tu es un jeune brasseur qui se lance, rentrer chez un distributeur, on a l'impression que c'est aller chercher le Graal. Comment on rentre chez un distributeur? Comment on rentre chez Hopculture? Et j'imagine les process sont similaires chez tous. Alors, comment on rentre chez un distributeur? Je pense qu'il y a vraiment, ça dépend du type de brasseur, ça dépend du modèle économique du brasseur. De plus en plus maintenant, des brasseries qui se créent ont un modèle, au moins au début, qui est un modèle économique très local, où la vente directe représente un fort pourcentage de leur vente. Au moins au début de leur activité, ils n'ont pas forcément envie de rentrer chez un distributeur. Nous, on constate ça souvent avec les brasseurs avec qui on travaille. Donc au début, ils vendent autour de la brasserie, en direct, auprès du petit bistrot et du petit caviste ou du petit Carrefour Market du coin. Voilà, c'est ça. Donc ils vendent aux petits, comme tu dis, autour de chez eux. Ils se rendent des fois peut-être un peu plus loin, mais en général, ils se rendent assez vite compte que lorsque leur volume de vente augmente, ils se rendent assez vite compte aussi que la contrainte de livraison, de gestion logistique est hyper lourde. Et surtout, pour moi, c'est pas leur cœur de métier, c'est pas leur valeur ajoutée. Donc c'est à ce moment-là que le brasseur se dit, ok, maintenant j'ai trop de clients, trop loin, ça va me prendre trop de temps, donc aussi me prendre trop d'argent. Je veux passer chez un distributeur. Donc là, j'appelle Hopculture. Comment ça se passe pour rentrer chez vous, pour être au catalogue? Alors, pour rentrer chez nous, c'est très simple. On a un process de sourcing. Déjà, la première chose, c'est qu'on goûte les produits. On organise en interne et avec nos clients qui sont vraiment acteurs de notre sourcing. On organise des séances de dégustation à l'aveugle pour évaluer la qualité des produits. Ok, et ça, c'est systématique. Ouais. Okay. Dès qu'on référence une brasserie, ça se passe comme ça. C'est le cas chez tout le monde, chez la concurrence aussi? Je sais pas. Ça, je ok. sais pas. J'espère que oui. Mais... Ouais, ok. Et donc on a vraiment ça, c'est la première étape. Ensuite, nous, on intègre des critères entre guillemets RSE, c'est-à-dire la distance de la brasserie. On privilégie plutôt le local. Quand c'est du local, on privilégie plutôt les fûts consignés, par exemple. Et puis, on a aussi... il faut qu'il y ait une communauté de valeurs avec la brasserie. Disons que si on sent vraiment... Il y a vraiment le côté humain qui rentre en ligne de compte et ce qu'est la brasserie, quelles sont ses valeurs
et est-ce que ça colle avec ce que nous on a envie de défendre, quoi. Ok. Les brasseries que vous entrez à votre portefeuille, leur nombre est infini ou vous vous dites non, je rentre pas plus de 5 ou 3 ou 10 nouvelles brasseries par an? Non, pour te donner un exemple, l'année dernière, on a vendu plus de 1000 bières différentes. Ok. On a 1300 que des bières artisanales de plus de 100 brasseries différentes. Ok. Et en fait, sur ces 1000 bières, il y en a toujours à peu près entre 300 et 400 en référence chez nous. Ça veut dire que tu as une énorme rotation des produits. Maintenant, les brasseries font de plus en plus de gammes éphémères. Ouais. Donc, leurs produits sont renouvelés en permanence. Et nous, c'est ça qu'on va chercher aussi, quoi. C'est le renouvellement, c'est le côté dynamique de l'offre, parce qu'on se rend compte que nos clients, c'est ce qu'ils recherchent aussi. Ok. Alors, c'est pas simple à gérer, hein, je tiens à le préciser, parce que t'as vraiment une gestion logistique et de stock qui est plus complexe que d'avoir des références permanentes tout le temps, et là tu gères ton stock de manière très fine et très simple. Mm-hmm. Nous, le fait de renouveler sans arrêt notre catalogue, c'est une contrainte, mais c'est ce que nous on veut défendre, et c'est ce que je pense attend le client, quoi. Donc là, je suis rentré chez toi, tout va bien, je suis à ton catalogue. Qu'est-ce qui fait maintenant que je me retrouve dans un bar ? Alors là, ça va être... nous, en fait, à partir du moment où on référence une nouvelle brasserie, on va diffuser l'information auprès de tous nos clients. On va leur proposer les nouvelles bières de cette brasserie. On va organiser des dégustations. On va proposer des échantillons. Si le brasseur de la brasserie est disponible, le mieux, c'est de faire un tour avec le commercial de la brasserie, pour justement faire connaître la brasserie, les valeurs qui sont, c'est quoi leur philosophie. Et en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Nos clients, ils sont aussi très attachés au côté humain des fournisseurs avec qui ils travaillent. Et souvent, il faut que ça matche, quoi. Ok. Après, bien sûr, il y a le critère prix. Ouais, ok. Donc ça, c'est... Alors, est-ce que c'est encore un critère fondamental, si je puis dire, décisif ? Oui. Ouais, ok. Alors, c'est décisif. Là, nous, comme on n'est pas une structure très vieille, hein, Culture, ça fait vraiment que 5 à 6 ans qu'on a démarré la distribution et qu'on développe cette partie-là de Bière Invest. Mais la question du prix est importante. Nous, on s'en rend compte parce que au début, on avait un catalogue exclusivement composé de produits artisanaux qui forcément sont plus chers, et on avait du mal à rentrer dans des établissements. Parce que le prix dissuade quand même bon nombre de professionnels un peu traditionnels, qui n'ont pas de connaissances fines du marché, qui ne savent pas que des consommateurs sont en recherche de produits artisanaux, qui sont prêts à payer le prix parce qu'ils savent que c'est un produit qui est différent, et qui recherchent encore vraiment le prix à tout prix. Ok. Donc, nous, ce qu'on a... Mais ces gens-là qui recherchent exclusivement le prix, on va pas se mentir, et ils ont le droit de le faire. Mais ces gens-là, ils se tournent plutôt du coup vers de la grande brasserie industrielle qui pratique des prix plus bas, j'imagine. Mais c'est ça, oui. Ok. C'est ça. Donc là, finalement, le brasseur artisanal, même si lui fait très bien son boulot et que toi tu fais très bien ton boulot, c'est un petit peu bloqué, perdu d'avance. Et ce qu'on constate de plus en plus, pour prolonger ta question, c'est que certes, le prix est devenu un critère majeur, mais c'est pas le seul en fait. Mm-hmm. Donc on peut très bien faire cohabiter dans une même gamme des produits d'appel avec un tarif attractif, et en même temps proposer des bières un peu pointues qui vont être plus chères, avec vraiment un côté innovant dans le produit, Okay. et où là le prix devient plus un critère d'exclusion. Et ce changement-là, tu l'observes chez une majorité de bars ? Alors les bars chez qui on rentre, oui. Ouais, Déjà, les bars chez qui on est sont forcément sensibilisés à la bière artisanale, donc connaissent le marché, mais il y a une réalité aussi économique pour eux, que nous on comprend très bien, et ils ont besoin d'avoir des produits d'appel avec des prix attractifs, parce que c'est là-dessus qui vont faire leur marge, ce qui est logique. Ouais, bien sûr.
Alors tu le dis d'autant mieux que toi-même, tu as des bars, comme on le disait tout à l'heure avec la capsule, donc tu as cette vision des deux côtés. Et là-dessus vient se rajouter une autre contrainte, si je puis dire, c'est ces bons vieux contrats brasseurs qui existent encore. Comment vous débrouillez avec ça? Encore une fois, moi, je viens de créer ma brasserie, je suis rentré chez toi, j'ai envie que tu me mettes dans tel bar. Dans ce bar-là, il y a 10 becs, mais il y en a 7, 8, 9, voire 10 qui sont sous contrat brasseur. Comment ça se passe? Ouais, alors ça, pour nous, j'allais dire que c'est un sujet dans le sens où on n'a pas la puissance financière que peuvent avoir des distributeurs implantés depuis des décennies. Donc on se retrouve souvent à ne pas être en capacité de proposer tout l'éventail de financement qui existe chez les distributeurs, c'est-à-dire financement d'enseigne, financement de mobilier, financement de pompes, etc. Parce que voilà, tu fais bien de le rappeler, je pense que les gens qui nous écoutent le savent, mais le contrat brasseur, le principe, c'est je vous finance toute une série d'éléments pour votre installation et en échange, si je puis dire, vous vous engagez avec moi sur X années pour passer par ma société. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est un vrai avantage pour les personnes qui veulent créer un établissement, dans le sens où ils n'ont pas besoin de... Ça réduit leur investissement. Ça réduit leur investissement. La contrepartie, c'est que ça les prive de liberté et que ça les contraint aussi dans le catalogue, le choix des produits qu'ils peuvent proposer, quoi. Et vous arrivez dans un bar qui est sous contrat brasseur exclusif, c'est même pas la peine de tenter quelque chose, ou il y a quand même c'est quand même jouable d'y rentrer, une petite brasserie sympa? Alors nous, on peut intervenir sur le financement de pompes, de becs. On peut racheter des becs éventuellement à des distributeurs. Nous, justement, on essaye de proposer une alternative, c'est-à-dire qu'on fait un système un peu équivalent du contrat brasseur, où il y a un engagement de la part du client pour proposer telle ou telle brasserie. Mais devant le souhait des clients d'avoir ce côté très libre et très dynamique, de pouvoir changer régulièrement, nous, on demande des engagements beaucoup plus courts. Okay. Là où des engagements peuvent aller jusque 5 ans pour un contrat classique, nous, on demande des engagements sur 1 an renouvelable. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, si ça lui plaît pas, il peut changer, quoi. Ok. Si on met de côté la question des bars sous contrat qu'on vient d'évoquer, quand on t'écoute, on a l'impression que finalement les choses sont assez fluides, ne sont pas si difficiles. Or, moi qui accompagne beaucoup de jeunes brasseries, j'ai le son de cloche un petit peu inverse. Là, je vais me faire ton ennemi, si je puis dire, mais beaucoup me disent « Ouais, mais c'est infernal de rentrer chez un distributeur, on n'y arrive pas, les portes sont fermées. » Et même quand j'y suis, le distributeur, en fait... il n'arrive pas à me faire rentrer dans les bars où je souhaiterais être. Comment t'expliques cette vision des choses côté brasseur, que, encore une fois, moi, j'entends très souvent? Après, je comprends. Hein. C'est vrai que si tu regardes le volume global de la bière artisanale, ça représente que c'est moins de 10% du volume total. Donc c'est sûr que le volume des bières artisanales vendues auprès des CHR, il est encore relativement faible. Mais en fait, face à ça, c'est vrai que c'est un sujet compliqué parce que nous, étant donné qu'on renouvelle notre catalogue, on a quelques brasseries permanentes, on travaille aussi beaucoup avec des one-shots, mais c'est sûr que garantir un volume important pour une seule brasserie, c'est compliqué. Ok. Donc, alors nous, on essaye de travailler là-dessus justement pour essayer de réduire un peu tu vois, le nombre de brasseries qu'on propose, faire vraiment une sélection plus, j'allais dire, moins large. Ok. Et de choisir des produits vraiment qu'on sent où il y a du potentiel de volume et essayer justement de satisfaire la demande du brasseur de pouvoir proposer des volumes. Okay. Mais c'est un sujet. Tu préfères en vendre moins de références, moins de brasseries, mais les vendre davantage en volume. Ouais. Et en fait, tout le problème, tout l'enjeu est là, c'est où tu mets le curseur, quoi. Parce que si tu réduis trop le nombre de brasseries, tu perds en attractivité parce que tu proposes moins. Ouais, bien sûr. Tu proposes moins de références, mais après, si tu ne fais que des brasseries permanentes, tu deviens un peu comme un distributeur classique. Et là, tu proposes pas d'offres. Mais en même temps, il faut jouer entre ces deux aspects
assurer le dynamisme de l'offre, mais en même temps aussi pouvoir satisfaire le brasseur pour lui garantir des volumes intéressants. Okay. Sinon, il va se dire, moi, j'ai pas d'intérêt à travailler avec... Ouais, ok. Vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, en fait. C'est ça, ouais. Ce qui est toujours une situation agréable. C'est ça, et puis bon, alors, je dirais que plus on se développe et plus ce problème a tendance à se réduire, parce que comme le volume global augmente, ça intéresse aussi les brasseurs avec qui on travaille, hein, où on commence à avoir des volumes intéressants chez certaines brasseries. Mais quand tu regardes le nombre de nouvelles brasseries qui arrivent, et de très bonnes brasseries, garantir un volume pour toutes ces nouvelles brasseries, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Et dans le prolongement, c'est ça, parce qu'il y a aussi le souci de l'exclusivité, parce que nous, l'exclusivité, c'est quelque chose qu'on recherche, mais en même temps, il faut qu'on soit en capacité de garantir un volume aux brasseurs. Bien sûr, alors c'était un point que je voulais aborder avec toi, cette question de l'exclusivité. Là aussi, quand je parle avec les brasseurs avec qui on travaille, ils nous disent « Ah mais comment ça se passe si je bosse avec un distributeur ? Est-ce qu'il y a une exclue ? Est-ce que je peux continuer à vendre en direct ? Est-ce que je peux bosser avec un autre distributeur ? Comment ça se passe chez vous et dans le marché en général ? Puisque comme tu le disais tout à l'heure très justement, en général, quand on lance sa brasserie, on passe d'abord en direct par les revendeurs du coin. Et quand on grandit, on passe par un distributeur. Donc, beaucoup de brasseurs se disent mes revendeurs historiques avec qui je passe en direct, j'aimerais les garder en direct. Donc, comment ça se passe, cette question-là de l'exclusivité ? Alors, ça dépend vraiment ça dépend du brasseur. Déjà, est-ce que le brasseur est ouvert à une exclusivité ? S'il n'a pas la volonté de faire des volumes énormes, une exclusivité va pas forcément le rebuter. Il va se dire voilà, ça va me lancer dans le monde de la distribution, je vais pouvoir commencer le développement de ma brasserie et puis me faire connaître. Donc et puis on revoit s'il y a un autre projet de développement, on peut toujours revoir. Bien sûr. Je veux dire, une exclusivité, c'est jamais aussi gravé dans le marbre. Ouais. Et puis on peut aussi avoir le cas de figure où nous, on propose des exclusivités qu'à partir du moment où on se sent capable de garantir un volume. Okay. Sinon, on sait très bien que ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire que moi, je viens de créer ma brasserie, je viens te voir chez Hop Culture, et je te dis, Anthony, j'aimerais bien que tu me références, tu me réponds que mes produits sont formidables et que bien sûr, ça va le faire. Mais moi, je te dis, par contre, j'ai 15 clients historiques, je veux les garder en direct. Tu me dis oui. Oui. Ok. Non, mais très bien. Oui, après, il faut qu'il y ait une volonté aussi du brasseur de vouloir se développer, d'avoir une action commerciale conjointe avec la nôtre pour aller trouver d'autres lieux. Et j'imagine aussi une cohérence en termes de prix. Oui, une cohérence en termes de prix. Parce que moi, si je vends en direct X euros le litre et que 20% moins cher que toi, ça va poser un problème. Oui, ça va poser un problème. C'est pour ça que nous... Quand on discute avec des brasseurs, des nouveaux brasseurs, moi je leur conseille toujours d'avoir une réflexion sur leur politique tarifaire. Il faut en gros que le prix en direct soit pas délirant par rapport au prix que va proposer un distributeur. Parce que le distributeur, il va assurer des missions de logistique, de livraison, donc stockage, livraison, des missions commerciales, des missions de SAV, que n'aura pas à faire dont on a parlé tout à l'heure, que n'aura pas à faire le brasseur. Donc si le distributeur achète au même prix que le revendeur qui final, passe en direct, en fait nous ça passe pas en fait. On n'est pas du tout attractif. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que moi je conseille vraiment aux brasseurs qui s'installent d'avoir déjà, même s'ils n'ont pas la volonté d'aller chez des distributeurs tout de suite, si c'est dans 1-2 ans, d'avoir une vraie réflexion sur leur politique tarifaire au moment où ils voudront aller chez des distributeurs, voir des distributeurs, pour être déjà préparés et savoir qu'un distributeur va demander forcément un tarif plus faible que ce qui passe en direct, quoi. Alors c'est une très très bonne transition, parce qu'il y a un autre point que je voulais voir avec toi, c'est la question de l'argent. Combien ça coûte de passer chez un distributeur ? Là aussi, c'est une question, moi, qui arrive très régulièrement à mes oreilles. C'est quoi les taux de commissionnement que vous prenez, vous, sauf si c'est... tu peux pas me le dire, mais ou en tout cas, les prix du marché, à peu près, quels sont-ils ? Alors, je vais faire une réponse un peu normande, mais ça dépend. Oui, c'est très variable en fonction du type de brasserie que tu vas faire. Si c'est de la brasserie industrielle,
où tu auras des prix vraiment... Alors, nous parlons ici plutôt pour les brasseries artisanales en lancement ou en développement. Bah, disons que le taux de marge dans le secteur, c'est entre 20 et 25%. Ok. Donc ça veut dire, Anthony, que moi, si je te vends à tel prix, à combien tu me revends, toi ? Bah, moi, si tu me l'achètes, par exemple, une bière 10 €, je vais la revendre autour de 13 €, 13,50 €. Ok, donc ça veut dire que quand tu dis de bien prévoir ses prix, ça veut dire que si je suis une brasserie qui me lance, il vaut mieux que je vende, moi, d'ores et déjà à 13 € pour que le jour où je passerai par un distributeur, les prix soient à peu près lissés. C'est ça. C'est ça. Pour donner un ordre d'idée, le client final, ce qu'il attend, c'est des bières entre 3 € du litre et 5 € du litre. Quand tu dis le client final, c'est le client pro ou le client pro, ouais. Le client pro, donc le bar, le caviste, ok. Voilà, c'est à peu près. Alors là, je te parle en gros, quoi, au global. Je te parle pas des bières type Jupiler, tout ça. Ouais, je te bien parle sûr, pas bien sûr. Des bières industrielles. Mais... Donc 3 €, on peut imaginer pour de la blonde artisanale un petit peu standard. Bon, c'est ça. Ouais. Et 5 € si on va aller sur de la sour très travaillée, de l'IPA très houblonnée. Alors, pour les sour des très travaillés, là, tu peux même encore monter. Okay. Ouais. Tant que ça justifie, tant que le prix est justifié. Par contre, si tu proposes une triple classique qui a rien de spécial à 6 € du litre, il y a quand même de fortes chances qu'elle passe pas auprès du client. Alors, ça me permet de rebondir sur un autre sujet que je voulais voir avec toi. On en a un petit peu parlé. Ce que vous attendez des brasseurs, c'est quoi ? Et les bars aussi. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui d'une bière ? Ils attendent du goût, de la stabilité, du volume, une belle histoire. On parle de prix. Moi, demain, si je vends une bière à 6 €, tu dis le tout, c'est de la justifier. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend que je la justifie quoi ? Par le goût, par le marketing, par le storytelling, par quoi ? Bah, un peu tout ça. Hein. Ok. Donc le goût, de toute façon, c'est le critère le plus important. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que, je vais être volontairement un peu provocateur, mais est-ce que tu en es toujours convaincu ? Est-ce qu'aujourd'hui, j'espère que tu vas me répondre non, mais... Est-ce qu'aujourd'hui, il ne vaut pas mieux vendre un produit moyen très bien marketé qu'un excellent produit mal marketé ? Toi qui es en lien avec les bars et les revendeurs. Bah, moi, je dirais qu'il vaut mieux toujours prendre un bon produit. Ouais. Après, le marketing... Mais toi, tes clients, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Comment vous ressentez ce sujet-là ? Alors, les clients... après... Alors, dans nos établissements, on ne met pas en valeur le marketing. Les bières, elles sont présentées, il n'y a pas de... Tu vois, il y a rarement des grosses machines de marketing derrière nos brasseurs, qui sont plutôt de petite taille. Après, si le produit est bon et qu'en plus, derrière, tu as un marketing... une belle histoire. C'est sympa. Enfin, là, tu dis que ça coche toutes les cases. Ouais. Et là tu as... d'autant plus de facilité à le vendre, ce produit, parce que tu sais que derrière il y a toute une machine marketing, communication qui va le faire connaître auprès du public, hein. Mais alors les deux sont importants, mais le plus important pour moi, ça reste encore le goût, hein. Moi, je pourrais pas... mais moi, je suis ravi de l'entendre, hein. Je pourrais pas vendre une bière super marketée qui est pas bonne. Enfin, okay. Après, il faut aussi savoir qu'à un moment... Tu vois, si tu veux vendre une Pils, par exemple, bon, bah, alors tu as des Pils, tu as des très bonnes Pils, mais il faut aussi être conscient qu'une Pils, si elle est bien faite et si elle est assez classique... Tu pourras malgré tout jamais la vendre 5 € le litre. Tu pourras pas la vendre 5 € le litre, mais tu peux la vendre en toute... de bonne foi, en disant c'est une très bonne Pils. Bien sûr, avec un process artisanal, etc. Voilà. Ok. Et même avec un process un peu plus industriel, hein. Enfin, moi, tu vois, il y a des brasseries indépendantes qui font des volumes assez importants, au-delà de 100 000 hectos, où là, le process, c'est vraiment un process industriel. Moi, ces produits-là, j'ai aucun mal à les vendre à partir du moment où je trouve que la qualité est bonne, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui... tout le monde commence un petit peu à parler de la concurrence accrue, et il y a cette question un peu lancinante. Est-ce que les brasseurs en France ne sont pas devenus trop nombreux ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de ref ? Ah là là, c'est difficile de rentrer dans les bars, dans les distries. Moi, à titre très personnel, je pense que non, mais toi qui ressens le marché d'un point de vue, encore une fois, revendeur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se différencie de la concurrence et qu'on sorte du lot ? C'est encore essentiellement la qualité du produit ?
Alors, ceux qui sortent du lot, c'est sûr que les nouveaux arrivants sur le marché de la bière artisanale, les nouveaux brasseurs, tu peux plus faire comme il y a 10 ans ou 15 ans, arriver avec une blonde, une triple, tu vois, une bière d'abbaye, c'est une ambrée, enfin ça c'est... Si tu fais ça, tu t'exposes quand même. Alors c'est paradoxal parce qu'en même temps, quand tu parles à des brasseries, leurs meilleures ventes sont encore 9 fois sur 10 la blonde et la triple. Ouais, mais en général, ils font autre chose à côté, quoi. Ouais, ils font autre chose à côté, tout à fait. Et tu vois, c'est toujours pareil. C'est les meilleures ventes. C'est clair que les gens aiment bien les bières traditionnelles. Et ça, c'est très bien parce que, en fait, on a l'habitude de revenir toujours à des styles qu'on aime bien, des styles connus, des styles refuges un peu. Ouais, des styles refuges. Tu vois, une saison, une triple, tu sais sur quoi tu vas tomber, donc c'est très bien. Mais les gens aussi aiment bien la découverte. Ils aiment bien voir les deux, quoi. Donc c'est pour ça que les nouvelles brasseries qui arrivent ont souvent une gamme permanente et souvent à côté une gamme éphémère pour tester des choses. Et puis je trouve que ça montre aussi le savoir-faire du brasseur, ça montre le dynamisme du brasseur, la recherche, l'innovation produit. C'est presque des gammes un peu d'image en fait. Oui, c'est des gammes d'images. Et puis c'est aussi... Et je pense qu'il y a vraiment une notion de vouloir aussi... t'as un côté très artisanal, très matière. Quand t'es un boulanger, t'as envie de tester ou t'es pâtissier, t'as envie de tester des nouvelles recettes, des nouveaux gâteaux, t'as envie de te faire plaisir. Ouais, bien sûr. Ouais. Et les nouveaux brasseurs, ils sont beaucoup... C'est un métier passion quand même. Ouais. Donc ils ont envie de proposer... de partager leur vision de la bière et de proposer plein de styles différents. Mais en gardant en tête, en tout cas moi c'est ce que je dis aux brasseries qu'on accompagne, que les bières qui payent les salaires à la fin d'année, c'est quand même encore beaucoup les bières traditionnelles. Ah oui. C'est ce que on en parlait avant l'émission, mais quand tu as encore 90% du marché de la bière qui est de la bière industrielle, tradie, tout ça, il faut pas l'oublier, ça. Ouais, tout à fait. Il faut pas dénigrer la bière industrielle. C'est déjà d'un point de vue historique, ce serait dénigrer l'histoire de la bière, et ce serait aussi passer à côté des et d'une certaine manière mépriser entre guillemets 90% des consommateurs. Ouais, voilà. Et pour moi, tu disais alors je pense que les nouveaux acteurs, certes, maintenant il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur le produit. Mais je pense qu'il y a encore de la place, étant donné que le marché est encore assez bas. La France est encore un tout petit pays de bière, et la bière est une des rares boissons, en tout cas par rapport au vin, qui continue de grandir. Il y a une étude qui est parue l'année dernière, me semble-t-il, montrant que la bière était devenue devant le vin pour la première fois dans l'histoire la boisson préférée des Français. C'est vrai ? Ouais. Tu vois, ça je savais pas, mais... Voilà, tu pourras briller en société ce soir. Merci. En racontant ça. Je te donnerai le chiffre exact en hausse, c'est toujours mieux. En off, c'est toujours mieux pour briller en société. Autre point que je voulais voir avec toi, les distributeurs, finalement, vous vendez à qui ? Vous vendez évidemment au bar, mais est-ce que vous vendez aussi ? Moi, je veux rentrer dans la grande distrie, je veux rentrer chez des cavistes. Est-ce que je dois passer par toi ? Ou par un de tes concurrents, mais en tout cas, est-ce que je dois passer par un distributeur ? Après, je vais parler pour nous. Hein. Nous, nos clients, c'est essentiellement du professionnel, du débit de boissons, restaurant, du bar, d'accord. Hôtel. On a des cavistes qui viennent chercher chez nous des exclusivités, des produits très pointus que très peu de distributeurs font. Mais nos clients, c'est essentiellement du CHR. Ok. Et tes concurrents, il y en a qui font CHR plus grande distrie, plus tout type de revendeur, ou est-ce que distributeur reste quand même synonyme de CHR ? Alors moi, les distributeurs que je connais, la majorité de leurs clients sont du CHR. Les distributeurs qui sont implantés en grande surface, tu vois, je pense que c'est un marché différent. En fait. Ok. Ils sont plutôt spécialisés en surface. Ces distributeurs-là travaillent, je dirais plutôt que c'est des négociants, quoi. Okay. Parce que eux, ils passent en direct avec les centrales d'achat. Okay. C'est un peu le niveau du dessus par rapport aux distributeurs tels que nous. De toute manière, on en parlera dans un autre podcast qui sera consacré au sujet de la bière et de la grande distribution. Un dernier mot peut-être, Anthony, pour conclure là-dessus. Plus général, aujourd'hui, ton regard, encore une fois, toi, tu es à la fois patron de plusieurs bars, distributeur, brasseur, on en reparlera juste après pour conclure, brasseur dans quelques mois. C'est quoi ton regard sur le marché de la bière aujourd'hui ? Alors, moi j'ai un regard, je trouve que c'est un marché qui a gagné énormément en maturité.
Je trouve que les nouveaux entrants sur le marché sont très qualitatifs. Je trouve qu'il y a une structuration en termes tarifaires notamment. J'espère que les brasseurs ne voient pas le distributeur comme leur ennemi, mais plutôt comme un facilitateur et un acteur de leur développement, parce que nous, c'est ce qu'on veut être. Et voilà, donc moi, je trouve que le niveau maintenant en France est devenu vraiment très très bon. Il y a énormément de brasseries qui font des trucs assez dingues. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est... Et sur ce sujet, du coup, de la concurrence hyper accrue, aujourd'hui, toi, t'es plutôt optimiste ? Alors, je suis plutôt... En gros, est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a encore de la place pour 50 nouvelles brasseries l'année prochaine ou 200 l'année prochaine ? Alors, je pense que le marché va forcément arriver à un degré de maturité tôt ou tard. Maintenant, on est le premier pays en nombre de brasseries en Europe. Mais on est l'avant-dernier en nombre de consommation de bière. Ouais, voilà. Donc, il y a encore du potentiel. Il y a encore du potentiel. On a un pays de vin. Tu disais que la bière était devenue la boisson préférée des Français. Ça montre qu'il y a une évolution. Ça montre qu'il y a un potentiel de développement aussi. Donc, pour moi, le marché va grossir. Et du coup, il y a encore de la place pour des nouveaux arrivants. Par contre, maintenant, le niveau de qualité est tel que je pense que si tu arrives sur le marché, tu peux plus te permettre de faire... La médiocrité n'aura pas ou plus sa place, en tout cas. Je pense. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et il y a aussi, c'est que maintenant, énormément de brasseries qui arrivent ont un modèle économique local. Et il y a encore énormément de zones en France où il y a peu de brasseries. Donc et puis maintenant les capacités, il y a beaucoup de brasseries qui ont des capacités faibles, qui n'ont pas forcément de volonté d'atteindre des volumes, tout à fait, de gros volumes. Donc je pense qu'il y a de la place un peu pour tout le monde. Il y a entre la brasserie qui fait 1000 hectos par an et la brasserie qui fait 1000, qui a prévu d'en faire 2000, 3000, 5000, et puis après de changer d'outil, de passer sur une production de technologie avec un process presque industriel. C'est des métiers différents aussi. Et des modèles économiques différents et des stratégies d'entreprise différentes. C'est ça, ouais. Anthony, merci beaucoup. Avant de terminer, Merci quand même, parle-nous un peu de tes projets pour 2023, puisqu'on a dit qu'il y avait évidemment la capsule Lille qu'on ne présente plus, la capsule à Arras maintenant, Hopculture, la société de distribution, vous l'aurez compris. Mais tu mets une nouvelle corde à ton arc avec la brasserie de Fives qui va ouvrir en 2023. Alors pour les auditeurs qui ne sont pas lillois, et je pense qu'il y en a quand même pas mal, parce que Lille n'est pas encore le centre du monde, Fives c'est un quartier de Lille, et il y a un projet de rénovation urbaine, c'est une grosse friche industrielle dans laquelle tu installes une brasserie. Parle-nous-en un petit peu. Oui, alors c'est un peu, pour moi, c'est un peu un retour à mes premières amours. C'est mon métier au départ, brasseur. J'ai fait mes études là-dedans. Dis-le, j'adore quand tu dis ça, cette université, ce diplôme à Édimbourg que tu as là. Comment il s'appelle ce diplôme ? Brewing and Distilling. Ouais, ça c'est classe. À l'université d'Édimbourg. Et en fait, moi j'ai travaillé pendant 5 ans aux 3 brasseurs. Pour moi, ça reste une super expérience. Et j'avais toujours, à moyen terme, cette volonté de retrouver le monde un peu productif, quoi. Tu sais, le fait de retravailler, de retravailler le produit, d'ouvrir une brasserie. Il y a 10 ans, ça date, j'ai visité la friche de Fives qui était au tout début de sa réhabilitation. Ouais. Et je suis tombé amoureux du site. Et par contre, on m'a bien fait comprendre que ça allait pas ouvrir le lendemain. C'est un projet qui a pris 10 ans. Mais là, les travaux ont commencé. L'ouverture est prévue pour le dernier trimestre de l'année prochaine. Avec une taproom et tout ce qui va bien, me semble-t-il. Avec une taproom. On veut avoir la même offre que celle qu'on va proposer dans les capsules. C'est-à-dire avoir un outil relativement petit, mais de pouvoir proposer à la fois une gamme permanente et aussi beaucoup d'éphémères. Ok, top. Eh ben, écoute, on a hâte. Anthony, il ne me reste plus qu'à te remercier, me semble-t-il. Merci à toi, Olivier. Et puis à très bientôt. C'est toujours un plaisir. Autour d'une bière, un plaisir partagé. Parlons bière, parlons business est un podcast d'Expertise Bière Conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil.
Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.